Bonjour, nous sommes sur Ouf Radio, ici l'émission des hauts et des bas. Nous accueillons aujourd'hui deux infirmières, une infirmière scolaire, il me semble, et une infirmière, je ne sais plus, pour CMP orthostatique, non? Pédopsychiatrique. Ouais. Euh, Nous sommes le 9 octobre 2024, j'avais oublié de le préciser. Et aujourd'hui, nous allons accueillir en direct de la cafette de Psybé à Ville. Nous allons aborder un sujet concernant les infirmières et laisser se présenter, voilà, ces dames. D'abord, je vous remercie parce que je sais que votre temps est précieux. Alors, je vous remercie beaucoup. Bon, d'accord. Présentez-vous, s'il vous plaît, chacune à votre tour. Alors, ça marche. Alors moi, c'est Isabelle Servant. Je suis infirmière du coup au CMP en pédopsychiatrie depuis 2 ans, puisque ça a été une création de poste. Donc après, je ne sais pas si c'est là où je dis un peu mon parcours ou si ça sera une autre question. Donc je suis diplômée depuis 2005. J'ai fait 8 ans en réanimation néonatale et pédiatrique au CHU d'Amiens. J'ai fait 2 ans de libéral. Après, j'ai fait 2 ans en hémodialyse et 4 ans et demi en néonat et maternité au CH d'Abbeville. Et là, 2 ans en CMP en pédopsychiatrie. Et Voilà. qu'est-ce que vous aimez mieux faire? C'est pas une question, mais... Je reste toujours finalement avec les enfants parce que ce soit en pédopsychiatrie ou de la réa, néonat pédiatrique ou néonat, c'est plutôt quand même côté enfant en fait. Voilà. Vous pouvez passer un... Merci. Bonjour, je m'appelle Angélique Passé, je suis infirmière au Collège Millevoye à Abbeville. J'ai été diplômée en 1996, j'ai fait 12 ans d'urgence à l'hôpital d'Abbeville. Ensuite, j'ai passé le concours d'infirmière scolaire, j'ai travaillé 10 ans au collège de Beaucamp-le-Vieux. Et depuis 2007, je suis donc à Abbeville au Collège Millevoye. D'accord. En quoi consiste votre métier exactement? Alors, mon métier, je suis donc rattachée au collège. Je travaille 2 jours et demi au collège et 2 jours sur les écoles primaires de rattachement. C'est-à-dire que je vois les enfants de 3 ans à 14-15 ans. Donc, notre métier est très varié. Au collège, on accueille les enfants qui viennent nous voir. On fait des dépistages, des entretiens. On oriente aussi quand il y a nécessité. Et sur les écoles primaires, on fait tout ce qui est dépistage et entretien avec les enfants. D'accord. À vous. Du coup, moi, c'est évaluer les premières demandes au CMP en pédopsychiatrie pour les enfants, pour voir s'il y a une souffrance psychologique, pour qu'il y ait un suivi après au niveau du CMP. C'est accompagner, soutenir les parents, être là aussi pour les enfants, pour être avec eux, qui nous disent un petit peu leur souffrance. Et puis, on travaille aussi en équipe avec des pédopsychiatres, psychologues, assistantes sociales, des psychomotriciennes. Voilà. Puis après, on fait aussi du lien avec les partenaires, avec les écoles, avec les crèches aussi, parce que je fais partie aussi de l'unité de soins d'accompagnement psychique en périnatalité, donc pour les enfants de 0 à 3 ans. Des fois, on déborde un petit peu jusque 4. Voilà, donc on fait aussi du lien avec différents partenaires aussi. Voilà. Bonjour. Oui. Combien d'années d'études faut-il pour être infirmier? Du coup, il faut 3 ans après le bac. Nous, à l'époque, c'était n'importe quel bac. Ça pouvait être un bac littéraire. On n'était pas forcément scientifique. Et du coup, oui, ça a duré 3 ans. Alors, ça dure toujours 3 ans, d'ailleurs. C'est pareil pour tout le monde. Oui. C'était laquelle? Combien de stages et différents statuts? Combien de stages déjà? Combien de stages et différents statuts?
Pendant les études d'infirmière? Alors ça a beaucoup changé depuis 1996, mais actuellement, donc c'est réparti en 3 années et les élèves sont en stage 20 semaines par année. En tout cas en deuxième année. En première année, c'est un tout petit peu moins et en troisième année, ça augmente. Ce sont des stages qui sont découpés soit 5 semaines, soit 10 semaines selon les terrains de stage. Bonjour. Je voulais savoir si c'était je me rappelle plus la question. Ah, si c'était une vocation, ou avez-vous découvert, avez-vous découvert par les stages ce que vous vouliez faire en tant qu'infirmière? Alors pour ma part, quand j'étais en terminale, je ne savais pas forcément ce que je voulais faire. Donc j'étais plus partie sur tout ce qui était institutrice, professeur. Enfin voilà, je recherchais plus de la relation aussi. Et à l'époque où j'étais en terminale, on cherchait du monde aussi pour être infirmière. Donc j'ai passé mon concours, j'ai eu mon concours et du coup voilà, j'ai continué. Et puis c'est vrai que ça m'a plu, la relation aux autres. Voilà. Donc moi, je souhaitais faire un travail auprès des gens. Et le métier d'infirmière me correspondait tout à fait. Donc j'ai fait 12 ans, c'est vrai, en milieu hospitalier, où même s'il y a beaucoup de techniques, il y a beaucoup de relationnel, parce que la personne qu'on prend en charge, c'est dans sa globalité. Donc c'était intéressant. Et quand j'ai voulu changer, j'ai repassé un concours pour être infirmière à l'éducation nationale. Et là, c'est vrai qu'il y a moins de soins techniques, mais il y a énormément de relationnel. Et le relationnel, je trouve ça très, très important. C'est une prise en charge importante dans le parcours de vie d'une personne. Et justement, par rapport à ça, vu que vous êtes infirmière d'école, vous avez le droit de donner des médicaments? Alors, sur le collège, on a le droit de donner des médicaments, effectivement, qui sont notés, bien définis. Sinon, on a beaucoup d'enfants qui peuvent avoir des maladies, de l'asthme et d'autres maladies. On a ce qu'on appelle des PAI, des projets d'accueil individualisés, où là, le médecin fait un document pour qu'on puisse donner les traitements adaptés. Je vous remercie. Comment gérez-vous les problèmes avec les élèves? Alors, que rencontrez-vous comme problème d'ailleurs? On rencontre toutes sortes de problèmes. Donc, après, il y a tout ce qui est quand il y a les maladies saisonnières. Donc, on prend en charge tout ce qui est rhume, gastro, tout ce qui est médical. Mais il faut savoir que parfois, derrière ces douleurs, c'est plutôt un versant psychologique. Donc, on prend en charge toujours en équipe pluridisciplinaire au niveau du collège. On inclut le plus possible les parents. Et on travaille aussi en réseau, comme ma collègue, avec les structures extérieures pour avoir une prise en charge la plus fine possible pour l'enfant. Donc, il y a beaucoup d'écoute. Et c'est vrai que nous, infirmières, dans un établissement, on a un rôle particulier puisqu'on n'est pas enseignant, on n'est pas CPE. Et les enfants nous reconnaissent et peuvent venir discuter avec nous. À moi, c'est mon tour, comme d'habitude. J'aime aller manger avec la direction. Le repas est-il payé par la direction? Ah, j'adore la direction. Ils m'ont embauché pour s'occuper des comptes. Je suis nouveau depuis hier. C'est pour ça qu'il y a un trou dans la sécurité sociale. Vous aimez rire, vous? On travaillera ensemble en pédo. On sera bien tous les deux. Alors on mange, mais alors du coup le repas n'est pas financé par la direction. On a envoyé la note la semaine dernière pour vous régler. Ah bah oui. J'ai payé 10 000 €. Donc on apporte nos repas. Alors moi, ce qui me concerne, j'ai une demi-heure pour manger. Et puis sinon, il y a un self. Après, voilà, c'est une carte, on met de l'argent dessus. Et voilà. Après,
Quand on est dans les services, par contre, c'est compliqué puisqu'on doit avoir une continuité de service. Quand j'étais en néonat et maternité ici au centre hospitalier d'Abbeville, on est toute seule comme infirmière ou puéricultrice avec une aide-soin ou une auxiliaire, donc on ne peut pas laisser le service. Donc c'est pas possible de venir manger au self. Je m'en doutais. Et alors, dans l'éducation nationale, comment ça se passe? Eh ben, c'est pareil, on paye notre repas, ou on apporte notre repas pour le midi. Ok, bon, maintenant je le sais. Mais on reste toujours disponible entre midi et 2 s'il y a une urgence, on est toujours joignable. Ah, oui, je vais peut-être rajouter aussi quand même que par contre, on part à l'extérieur ou si on est en formation, voilà, enfin, à l'hôpital nous rembourse nos frais de repas si, voilà. C'est normal, je suis arrivé depuis le mois dernier. Ah, bah, ouais. La direction ne fonctionne plus pareil qu'avant. Bah, merci alors du coup. J'ai une question, parce que vous avez dû en voir des choses. Comment faites-vous pour ne pas être affecté mentalement? Alors j'avoue que c'est pas simple, hein, surtout que moi qui viens on va dire du somatologique avant la psychiatrie. Du coup c'est vrai que c'est pas simple. Voilà, on trouve des ressources aussi avec l'équipe pluridisciplinaire qui travaille avec nous. On a des psychologues, on en parle avec les pédopsychiatres et c'est ce qui permet aussi de ne pas être seul sur une situation et c'est ce qui nous permet aussi d'être porté aussi en fait. Alors vous connaissez Margot et puis Mathieu. Oui, tout à fait, je travaille avec eux. C'est pour ça hier ils m'ont dit le repas il faudrait qu'on mange ensemble un de ces jours. Nous, pour infirmière scolaire, c'est vrai qu'on est seul dans notre infirmerie, mais on a toutes nos collègues CPE, assistantes sociales, psychologues avec qui on peut échanger. Et on a également notre réseau infirmière éducation nationale par bassin. Donc on a des réunions et on peut s'appeler. Et c'est important de ne pas rester seul en fait, de pouvoir échanger avec d'autres personnes. Avez-vous déjà rencontré des situations très difficiles? Oui, moi, j'ai déjà rencontré des situations très difficiles. Bon, je ne pourrais pas vous parler avec détail, mais c'est vrai que toujours pareil, on n'est jamais seul. Il faut toujours... faut pas rester seul et pouvoir échanger avec nos collègues. Oui, moi aussi j'ai rencontré des situations difficiles, surtout aussi en réanimation néonatale et pédiatrique où j'étais confrontée au décès à des enfants. Donc c'est vrai que c'est pareil, on n'est pas seul. Et puis quand on voit aussi c'est peut-être difficile à entendre, mais quand on voit aussi les enfants aussi en souffrance, alors c'est difficile pour les parents, mais des fois on se dit que c'est peut-être un soulagement aussi pour l'enfant parce que si c'est pour rester et puis avoir une vie pas confortable, c'est pas forcément non plus une vie idéale. Voilà. Après, y a aussi des situations complexes en pédopsychiatrie, avec malheureusement des violences intrafamiliales aussi, d'autres souffrances. Et du coup, c'est vrai que c'est pas simple. Je pense qu'il y a une forme d'empathie dans votre métier aussi, je crois. Est-ce que vous avez déjà eu recours, est-ce que vous avez déjà eu de l'empathie pour différents cas ou Oui, bien sûr. C'est vrai qu'avec notre métier, il faut qu'on fasse preuve d'empathie. On a une relation aux autres. C'est la base. Oui. Comment faites-vous pour... Non, pardon, c'est pas ça. Gardez-vous le moral. Gardez-vous le moral. Gardez-vous le moral. Comment on fait pour garder le moral? Oui. C'est toujours pareil. Après, quand on repart chez nous, c'est pas toujours facile de dire je quitte l'établissement ou ce que je viens d'entendre et puis j'oublie. On n'y arrive pas. Mais il faut avoir d'autres distractions en dehors du travail pour pouvoir justement ne pas être toujours affecté par tout ce qu'on peut entendre, tout ça. Après, c'est vrai que moi, pour ma part,
quand un enfant vient se confier ou discuter ou parler, je me rends compte qu'il nous fait confiance et qu'on va pouvoir l'aider. Et du coup, on peut rebondir sur ça pour garder le moral, se dire, on a pu l'entendre, on va pouvoir l'aider, l'accompagner, et c'est ça qui nous fait garder le moral. Avez-vous des distractions? C'est pas dans les Ah oui, questions. alors des distractions personnelles, donc la marche, beaucoup de marche, ça fait vraiment beaucoup de bien, de se promener dans la campagne, tout ça, et puis de la gymnastique. Ah, d'accord. Voilà. Merci. Je sais pas, oui. Moi aussi, j'ai des distractions, donc c'est vrai que j'aime bien marcher aussi. Et puis, je fais de la plongée aussi sur Abbeville, et du coup, c'est vrai que ça permet aussi de penser ailleurs, d'être sous l'eau et de voilà. Comme quoi, il n'y a pas qu'au travail qu'on a la tête sous l'eau. Alors, Excuse-moi, Gaëtan, il fallait que je la fasse. Je l'ai fait à ta place. Comment vivez-vous les rythmes de travail? Enfin, en tant qu'infirmière scolaire, infirmière en pédopsychiatrie, ça doit être différent. Alors, nous, notre rythme de travail, c'est 39h46 de travail par semaine. C'est très précis, hein. Donc, et à savoir que j'ai travaillé donc très longtemps à l'hôpital à faire les 3-8. Ça fait 17 ans que j'ai quitté l'hôpital. Et parfois encore, le soir, je me dis, mais je suis chez moi, j'ai la chance de pouvoir aller me coucher à l'heure. Parce que c'est vrai, il faut savoir que les rythmes de travail à l'hôpital, le week-end, la nuit, tout ça, c'est vrai que des fois, c'est difficile. Mais c'est très, très intéressant. Je ne regrette absolument pas. Mais c'est vrai qu'un rythme de travail tous les jours, bien fixe, ça aide justement à bien appréhender nos journées et nos semaines qui, malgré tout, restent chargées. Oui. Alors nous, on fait 37h30, donc on cumule 2h30 à peu près de récupération. Effectivement, je suis de journée aussi, et j'ai fait aussi, alors moi j'ai connu les 3-8, j'ai connu les 12 heures. Alors c'est vrai que les 12 heures, c'est pas simple non plus, hein, parce que souvent au bout de 10 heures, on n'est plus très efficace sur les 2 dernières heures. Les nuits, c'est pas simple non plus, c'est vrai que c'est fatigant, en plus j'avais de la route, donc voilà. Et puis les week-ends aussi, voilà, c'est du temps qu'on laisse de sa famille et qu'on va donner aux autres pour soigner les autres. Voilà. Mais à côté de ça, ça permet aussi d'avoir un équilibre. Des fois, quand on a aussi des enfants, de pouvoir être là les mercredis pour faire des activités avec eux, de faire d'autres choses. Voilà, il y a un équilibre aussi qui peut se faire en ayant aussi des jours de repos en semaine. Parce qu'avoir vécu les deux, c'est vrai que là, du lundi au vendredi, j'ai plus vraiment de temps non plus pour moi, finalement. Tout ce que je faisais en semaine, finalement, il faut que je fasse le week-end. Donc, ouais. Mais c'est vrai qu'on est quand même un peu moins fatigué quand même quand on a un rythme régulier du lundi au vendredi. Justement. Oui, justement, comment faites-vous pour concilier votre travail avec la vie de famille quand vous les 12, les 8, j'ai pas trop compris, mais... Ah oui. On s'organise en fait, voilà, quand il y a les enfants, on va amener chez la nounou. Ça dépend après. Moi, je suis mariée, donc j'ai mon conjoint qui était de journée, donc c'est vrai que ça me facilitait quand même la vie aussi. C'était mon mari qui gérait les enfants quand moi je travaillais, et puis quand je suis au repos, c'est moi qui gérais les enfants. Après, c'était une organisation aussi pour les repas. Quand je suis en repos, du coup, je pouvais cuisiner, et puis j'en faisais pour 2-3 jours, et voilà. Et puis, c'est vrai que j'ai mon mari aussi qui m'aide à la maison. Donc, Moi, je pourrais même pas les manger. Vous avez un mari. Mercredi, j'irai manger à votre maison avec vous. J'aime bien votre mari. Ça va, oui. Il pourrait me faire une omelette avec des pâtes. Une petite question. Je voudrais savoir si des fois vous avez des piqûres de rappel. C'est-à-dire Non, un jeu de mots entre piqûre et épicure. Non. Alors, en ce qui concerne les piqûres au sens propre, c'est-à-dire, donc là, il faut savoir que dans les collèges, depuis 2 ans, on propose aux familles qui le souhaitent de faire les vaccinations dans les établissements.
C'est nouveau, oui. Donc c'est l'hôpital d'Amiens qui vient pour justement gérer les vaccinations. Ça permet à des familles qui n'auraient pas la possibilité d'aller chez le médecin traitant de pouvoir avoir des vaccinations remises à jour ou complétées. D'accord. Et des piqûres de rappel au niveau de notre profession. On a des formations, des remises à niveau. On peut repartir à l'école. Moi, il y a 3 ans, je suis repartie à la faculté pour faire un diplôme universitaire sur l'autisme. Donc, on peut se former tout au long de notre carrière. C'est ça que je voulais en venir par rapport au cursus que vous avez. Vous pouvez toujours vous performer dans le métier que vous exercez, quoi. Oui, on peut toujours se former à d'autres avec des formations. Ça peut être sur Abbeville, Amiens, Paris. Ouais. On a la possibilité de se former tout au long de notre carrière. C'est bien ça. J'avais une question dans votre métier. Ça vous est déjà arrivé d'avoir, entre guillemets, un chouchou, enfin un patient avec qui vous avez plus d'affinité qu'un autre? Bah, oui, il y a des personnes avec qui où le relationnel passe plus facilement et du coup on sent que voilà. Et puis des fois c'est vrai que on soigne tout le monde, mais c'est vrai que quand il y a des personnes qui sont aussi à l'écoute et qu'on donne des conseils, c'est vrai que ça donne plus aussi des fois un petit peu plus envie aussi d'aider les gens en fait. Donc, c'est vrai qu'au collège, on a des situations, des enfants qui ont des vies pas faciles. Donc, on va pas dire que c'est pas la même prise en charge, mais moi, un enfant qui me dit qu'il mange pas beaucoup à la maison, il va venir manger un petit gâteau à l'infirmerie. On peut pas faire ça, on a presque 800 élèves, on le fait pas à tout le monde, mais on va avoir... Enfin voilà, au collège, on a la chance d'avoir 2 logiciels, donc notre logiciel, notre dossier, mais aussi beaucoup d'échanges avec les professeurs et tous les autres intervenants. Et ça nous permet de connaître l'enfant dans sa globalité. C'est pas juste, il vient à l'infirmerie, j'ai mal au ventre. J'ai mal au ventre, voilà, on va lui demander est-ce que tu es allé, est-ce que tu as bien déjeuné, tout ça. Mais si on regarde notre logiciel et qu'on voit qu'il a une situation familiale compliquée, et qu'on va peut-être faire un entretien un peu plus poussé. C'est-à-dire qu'on va lui demander comment il se sent au collège, si tout est bien mis en place pour qu'il arrive à suivre ses cours. Enfin, voilà. Je connais mon père éducateur spécialisé, je vois un peu où vous voulez en venir. Voilà, donc voilà, c'est vraiment une prise en charge globale. C'est pas j'ai mal au ventre, on regarde que le ventre. On regarde l'enfant dans toute sa globalité. Moi, je me demandais si vous aviez rencontré des situations cocasses aussi ou joyeuses qui vous ont marqué. Il n'y a pas que de la difficulté. Quelque chose de beau ou... Moi, j'ai une situation, c'est que je me souviens, il y a maintenant 6 ans, en 6e, une jeune fille qui a fait comme une phobie scolaire, qu'on a accompagnée vraiment chaque jour, chaque semaine, chaque mois, pour qu'elle puisse rester élève. Et donc, ça fait 6 ans. Maintenant, elle est à la fac. Et chaque année, depuis qu'elle est partie du collège, donc, elle vient me dire bonjour et me dire où elle en est dans sa vie, tout ça. Et la dernière fois qu'on s'est vu, on a parlé de choses d'adultes. Du coup, et ça fait... elle est donc en 2e année. Ça va faire 6 ans qu'elle a quitté le collège. Donc, c'est les côtés joyeux de la profession. Alors pour ma part, situation cocasse, non, j'ai pas été confrontée à ça. Et puis situation joyeuse, je dirais aussi une belle rencontre quand j'étais en hémodialyse au CHU d'Amiens. C'était un monsieur qui venait d'Afrique et en fait j'ai beaucoup discuté avec lui pour savoir un petit peu lui comment il vivait là-bas et tout ça, et du coup c'est vrai que on a eu aussi une relation un petit peu privilégiée avec lui, et voilà, c'était au niveau relationnel, et voilà, bon, malheureusement ce monsieur est décédé après, mais voilà, c'est vrai que c'était une très bonne relation avec ce patient. Avez-vous déjà eu peur de commettre une erreur ou une faute professionnelle?
Oui, parce que c'est vrai qu'on a quand même des responsabilités, des erreurs de dosage, des fois suite aussi à des erreurs de prescription. Donc c'est vrai qu'on a aussi un rôle de surveillance et de contrôle aussi des prescriptions, hein, malgré tout. Donc c'est vrai que surtout, moi je dirais plus en pédiatrie, parce que c'est des petits dosages, donc il faut faire vraiment attention. C'est vrai que quand je travaillais en animation aussi, on utilise aussi des produits, des analgésies, des morphiniques. Donc voilà, c'est pas n'importe quel produit qu'on utilise, n'importe quel médicament. Donc oui, effectivement, on a toujours peur d'une erreur. Alors l'erreur est humaine, mais malheureusement qui peut être fatale dans notre métier. Pour ma part, c'est pareil. En fait, c'est vrai qu'on est seul, on n'a pas de médecin, on n'a personne. Et moi, je dis que autant j'ai travaillé aux urgences, il y avait toujours une équipe pluridisciplinaire sur place. Autant, c'est vrai, 9 fois sur 10 au collège, on va réussir à gérer, mais il faut toujours être prêt à se dire que la 10e fois, moi j'ai déjà vu des troubles du rythme, des choses graves, des fractures très graves. Donc on pose toujours ce qu'on appelle le diagnostic infirmier. On élimine les choses qui pourraient causer les symptômes. Et il faut toujours, chaque enfant qui rentre dans l'infirmerie, il faut toujours être vigilant et faire attention à ce qu'il nous dit, à ce qu'on voit, parce que oui, ça peut être grave. Il y a un diagnostic différentiel qui s'opère, quoi. Alors après, voilà, c'est comme je disais tout à l'heure, on a un enfant qui vient pour un mal de ventre. Ça peut être un mal de ventre, ça peut être... on a des gastro, donc ça peut être des gastro. Ça peut être j'ai mal au ventre, mais parce que j'ai mal dans mon cœur, j'ai mal dans ma tête, parce que je vais pas bien. Ça peut être une péritonite, c'est ça, c'est des diagnostics différentiels, ça peut être tout. Donc on a une série de questions qu'on pose. Je dis toujours, moi quand j'ai des étudiants infirmiers, on fait comme l'entonnoir, on part de ce que l'enfant nous dit, on pose des questions et on va affiner pour arriver à notre diagnostic infirmier à la fin. D'accord. Est-ce qu'il y a une forte demande de soins en ce moment dans votre domaine ? Alors oui, en CMP, en pédopsychiatrie, oui, on a une liste d'attente assez longue pour des suivis psychologiques, pour des rendez-vous avec un pédopsychiatre. Malheureusement, on n'a pas encore assez de médecins et de psychologues pour pouvoir faire les suivis. Mais oui, on a beaucoup de demandes. Au collège, c'est pareil. On a beaucoup d'enfants qui viennent nous voir, discuter. Quand ils arrivent en 6e, ce qu'on souhaite, nous, c'est que chaque enfant puisse avoir identifié un adulte avec qui il peut parler. Que ce soit un surveillant, un CPE, un prof, une infirmière. C'est vraiment leur dire que si on a quelque chose à dire, il faut vraiment trouver un référent. Et surtout, on ne garde jamais un secret, ni pour soi, ni pour un camarade. Il faut pouvoir en parler à un adulte. Et oui, nous, on se rend compte que les enfants nous font confiance, ils viennent nous voir. On a parfois l'obligation, on doit orienter et on se retrouve des fois confronté aux listes d'attente. Donc, on leur propose de venir quand ils ont besoin, si en classe ça ne va pas. Ils savent qu'ils peuvent descendre à l'infirmerie, nous parler pour souffler un petit peu. Avez-vous rencontré des problèmes de violence ? Moi, j'ai pas été. C'est vrai que je trouve que j'ai eu quand même de la chance dans mon parcours finalement, que ça soit étudiant ou professionnel. J'ai pas été confrontée non plus à des problèmes de violence dans mon travail, ni en tant que stagiaire. Oui, c'est déjà arrivé, mais après nous, ça peut être de la violence verbale au téléphone. Dans mon précédent établissement, un monsieur qui des menaces, mais jamais de violence physique. Gardez-vous des anciens contacts ? C'était ma question. Oui, d'accord, ok. En quoi consistent-ils les anciens contacts ? Alors, moi, je dirais avec le contact avec les anciens patients, je dirais peut-être plus facilement quand j'ai eu ma période où j'étais en libéral, parce que c'est un autre lien aussi quand on va au domicile chez les gens.
Et puis, c'était près de là où j'habite. Donc, c'est vrai qu'il y a le secteur géographique qui fait que voilà, on a gardé certains liens. Des fois, c'est des petits SMS pour dire bonjour, comment allez-vous? Enfin, voilà, une réponse. Des fois, ça peut être des visites. Des fois, ça peut être une rencontre dans le village ou dans la ville. Et du coup, on demande des nouvelles. Enfin, voilà, donc tout un lien social. Moi, j'ai une question, vu que vous n'avez pas beaucoup de temps pour manger. Vous aimez les sushis? Oui, j'aime bien les sushis. Moi aussi, j'aime beaucoup les sushis. Et à toi, Mr. Gay. Alors, mettez-vous des barrières avec les patients? Je pense que oui. De toute façon. Moi, je vais plutôt donc avec les élèves. Donc oui, on est obligé de mettre des barrières parce que sinon, après, ça pourrait partir dans le copinage et puis on doit rester professionnel. Par exemple, après, au collège, c'est le vouvoiement. Ça permet c'est une forme de barrière. Et comme ça, en fait, l'enfant sait qu'il peut venir s'adresser à nous en toute confiance. Et on peut pas copiner avec les enfants. Enfin, Une forme de déontologie aussi, quoi. Tout à fait. Je me sors des mots depuis tout à l'heure. Oui, c'est vrai que puis des fois pour nous protéger aussi, parce que des fois les situations nous affectent aussi, on en a parlé, donc du coup mettre une barrière, on sait qu'on est là en tant que professionnel, ça nous permet aussi de nous protéger aussi. Alors des fois c'est pas simple non plus parce que comme on a dit, on a des fois des situations où on est un peu plus proche que d'autres, donc mais effectivement, il y a aussi la déontologie qui rentre en compte. Et puis, c'est une forme de protection aussi pour le professionnel. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions qui viennent spontanément Si, j'ai une question. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir des affinités avec un patient jusqu'à ce que ça devienne dangereux pour votre boulot? Pour ma part, non, parce qu'en fait, on met la limite et on a la barrière justement de professionnel. Donc, non, pour ma part, non. Juste avant, je me demandais si c'est pas l'institution qui vous permet ça aussi, en fait, de donner un cadre quand même dans cette relation que vous pouvez avoir avec les patients. Ah oui, effectivement, c'est vrai qu'il y a l'institution, c'est vrai que c'est assez cadré aussi. Enfin, voilà, mais il y a des limites, effectivement. Et... Vous voulez répondre? Oui, c'est pareil. Le cadre. Après, il faut savoir que. Moi, ça fait 17 ans que je travaille avec les enfants. Il faut savoir que le cadre est sécurisant. Un enfant qui peut tout faire, il est perdu, il n'a pas de limite. Et le fait d'avoir un cadre. Moi, je me rappelle d'un enfant qui avait le droit de tout faire chez lui. Et finalement, il disait j'aimerais qu'on me dise de ne pas faire certaines choses. Et après, le cadre ne doit pas être trop rigide. Il faut avoir des limites. Et un enfant veut des limites. Même si parfois, il y en a qui disent j'aimerais bien faire tout ce que je veux. Mais non, pas du tout. Ça n'aide pas. Il faut un cadre. Est-ce qu'il y a encore des questions à poser? Non? Eh bien, on va écouter la conclusion d'Orlan. Alors, c'est une sorte de synthèse en fait, en vous écoutant. Ce que j'ai retenu et ce que j'ai pu mettre en lien à partir de ce que vous avez dit. J'ai retenu que s'entretenir avec les enfants, c'est les faire parler de leurs bobos, de leurs souffrances. Mais pour en arriver là, il faut passer beaucoup de temps avec les patients au cours des stages, pendant votre formation théorique. Et c'est le goût de la relation à l'autre qui, toutes deux, visiblement, vous a amené à faire ce métier. On s'intéresse au parcours de vie de l'enfant. Parfois, une douleur peut être l'expression aussi d'une difficulté psychique. C'est pourquoi c'est un métier de discussion et dans lequel on aime rire aussi, vous l'avez rappelé, Jérôme. Ça demande tellement d'engagement, ce travail, qu'on apporte son repas pour manger sur le pouce. Mais de temps en temps, la direction est sympa, elle offre une formation et un repas.
Alors on s'engage dans ce travail, mais à plusieurs. On n'est pas seul. Ça offre un véritable soutien face à ce travail très prenant et face à des situations difficiles, parfois de souffrance, de deuil, de violence. Bon, heureusement, le lien qui se construit avec les enfants permet d'avoir de l'espoir. On sent qu'on peut les aider. Et puis il faut des balades aussi, de la gymnastique, des distractions, des coupures dans des rythmes de travail qui peuvent être parfois un peu soutenus. La question du temps qu'on passe avec les patients pose aussi la question du temps qu'on garde pour soi, pour ses proches. Et heureusement aussi, il y a les maris et les nounous. Alors on voudrait venir manger chez les infirmières, ça a l'air très accueillant. C'est magnifique. J'aime les infirmières. Ouais, on a entendu. Parler aux infirmières, c'est un peu comme se créer un petit coin d'intimité de chez soi, dans un lieu où on n'est pas vraiment chez soi, c'est aussi à l'extérieur. Et le fait que ce soit à l'extérieur de chez soi, ça permet une autre manière de se rencontrer, une autre manière de parler. Et ce qui est joyeux dans ce travail, c'est cette possibilité d'être en lien avec l'autre, de le voir grandir, dans sa capacité à rester vivant psychiquement, même dans la maladie et parfois jusqu'au décès. Donc être infirmière, c'est une sacrée responsabilité. C'est se proposer comme interlocuteur dans les moments difficiles de l'existence. Alors ça se fait pas sans stress, mais il y a les sushis qui peuvent réconforter. On se laisse affecter, évidemment, dans ce travail, mais on ne copine pas. C'est la juste distance qu'il faut trouver avec chaque patient, chaque enfant. Il y a un cadre qui est sécurisant et qui favorise la relation qui est si importante et chère à vos yeux dans ce travail. Voilà. Eh bien voilà, c'est maintenant que l'émission des hauts et des bas se termine. Nous souhaitons bonne continuation à nos deux infirmières et nous vous disons à la prochaine fois pour notre émission. En espérant. À plus, Ouf Radio.